Bonjour, bonsoir, bon appétit, bienvenue. C'est ici l'ESC Made in France podcast. C'est le deuxième numéro. Frédéric qui vous parle. Avec moi cette semaine, j'ai Adil. Bonjour Adil. J'ai Lilian. Bonjour. Nathan. Et enfin Arthur. Bonjour. Au sujet aujourd'hui, nous allons vous parler dans la partie news de l'Europe Shine a Light, du film de Netflix qui devrait sortir fin juin. Des artistes qui ont été confirmés pour l'année prochaine. Et, après, donc, comme le premier numéro, ce sera la partie quiz avec 6 nouvelles questions que je vous ai préparées qui ont le pouvoir d'être toutes liées les unes aux autres. Et enfin, en dernière partie, c'est Adil cette semaine qui va nous parler de la couverture de France Télévisions concernant l'Eurovision. Comme la Russie la dernière fois, je pense que là, il y a pas mal de choses à dire. Et ça risque de faire un beau débat. Donc, on commence tout de suite par la première partie des news. Le programme que nous avons tous suivi la semaine dernière, plus ou moins parce que moi j'étais pas complètement sobre tout le long pour être honnête. Et donc c'est l'Europe Shine a Light qui nous a présenté les différents candidats et chansons qui devaient être en compétition cette année. Qu'est-ce que vous en avez pensé, tout simplement, les gars? Je voulais avoir votre avis. Adil, vas-y. En fait, concernant Europe Shine a Light, l'attention est bien, mais c'est vrai que c'est assez pauvre et quand on voit les commentaires de France 2, c'est que hormis Bilal et Mara Myriam, les autres invités, ils servent à rien. Ils auraient peut-être dû faire un effort pour savoir leurs favoris. Hein. Alors, en toute honnêteté, moi, j'ai pas suivi sur France 2 le truc. J'ai regardé directement le live stream sur YouTube. Donc, je sais pas si vous avez fait pareil. Lilian? Donc là, vous avez parlé un peu du traitement de France 2, mais l'émission en elle-même, qui a été faite par l'UER. Oui. Je pense qu'ils ont fait un plutôt bon boulot. Ouais. Je trouvais que c'était dynamique, ça allait, même si on regrette qu'il n'y ait pas les chansons en entier. Mais je comprends que les chansons en entier, ça aurait fait hyper long. Ça, c'était le grand débat pour la plupart des fans sur Twitter en dernier. En fait, il y a deux lectures de la chose. Deux écoles. C'est soit une émission pour les fans, soit une émission pour un public lambda. Un public lambda, il se ferait chier à avoir 3 minutes sans performance. Le public lambda, comme tu dis, la plupart, de ce que j'ai remarqué, eux auraient été plus intéressés à voir les chansons en intégralité que d'avoir d'anciens gagnants, par exemple, chanter des covers d'autres chansons. Ça, c'était plutôt des additions tournées vers les fans, je pense. Nathan, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, moi, au niveau de cette soirée de samedi, je vous avoue que j'en suis ressorti pas mal frustré. Pareil. Et je crois que je parle pour beaucoup de gens. J'ai commencé à regarder sur France 2 et j'étais très rapidement énervé par les commentaires tout simplement, ils parlaient sur ce que disaient les présentateurs. Après, je sais bien, il faut essayer de faire des blagues et tout ça, mais ils parlaient même sur les extraits de chansons. Moi, j'ai trouvé au début, c'était invivable. Il y a eu beaucoup de plaintes là-dessus, on en parlait dans la presse. De quoi? Il y a eu beaucoup de plaintes là-dessus, ils en parlaient dans la presse de gens, de téléspectateurs lambda de France 2 qui se plaignaient que les commentateurs parlaient sur les chansons, les extraits de chansons. Justement, je pense que le spectateur lambda, en fait, aurait préféré avoir et écouter les chansons de l'année, plutôt que d'avoir ce qu'on a eu. En fait, pour moi, c'est compliqué parce que il faut mieux ça que rien du tout. Ça, je suis d'accord pour le dire. Après, ça n'empêche que l'émission n'était pas une franche réussite. Là, je parle du côté de la production de l'Union européenne de radio-télévision et le concept était pas fou, le concept. Et mais voilà, c'était un peu d'équilibriste difficile à faire pour eux. C'est une situation quand même qui est assez inédite. Pour moi, c'est quand même un petit camouflé. Un petit camouflé. Et en fait, justement, on est sur le débat. Est-ce que cette émission était faite pour les fans ou est-ce qu'elle était faite pour une diffusion un peu
un peu de masse. Bon, clairement, pour moi, c'était une émission qui était orientée vers les fans. Oui. Et encore pas n'importe quel fan. Pour moi, il y a que les vieux fans de l'Eurovision qui ont pu peut-être se reconnaître dans cette émission. Et encore. Pourquoi les vieux fans en particulier ? Pardon ? Pourquoi les vieux fans en particulier ? Les vieux fans, parce que, bon, les vieilles chansons comme All Me Now alors non, c'était pas All Me Now, c'était What's Another Year de Johnny Logan. Commencer avec ça, les vieilles chansons comme ça, c'est vraiment les connaisseurs de l'Eurovision qui les connaissent, quoi. Enfin, les chansons d'avant 2000, quoi. Les chansons, voilà, c'est ça, les chansons d'avant 2000, et encore, même les vieux fans, ils aiment bien avoir des trucs actuels, c'est pour ça qu'ils suivent l'Eurovision. Ouais. Et ils suivent pas l'Eurovision pour forcément des vieux titres. Alors oui, il y a des vieux titres qu'on aime beaucoup réécouter et tout ça, mais ce qu'on aime à l'Eurovision, c'est justement aussi la modernité du concours. Et je trouve que ça n'a pas du tout été mis en avant. Non. Et c'est un vrai problème pour moi. Enfin voilà, j'en ressors frustré. Maintenant, j'ai envie de dire, mieux vaut ça que rien du tout. On va pas non plus cracher dans la soupe. Il y en a d'autres, les fans de sport par exemple, qui ont rien du tout, excepté en Allemagne. En Allemagne, on a eu de la chance quand même d'avoir une émission qui concluait la saison, même si c'était pas une franche réussite. Moi, je salue l'effort. Derrière, ça n'empêche que c'était pas une grande réussite. Voilà. Okay. Et alors France 2, n'en parlons pas. Très honnêtement, il ne fallait pas suivre sur France 2, quoi. C'était pas intéressant. Et même Marie-Myriam, je l'ai pas trouvé exceptionnelle dans ses commentaires. Pour moi, il y a vraiment que Bilal qui a vraiment. Et pourtant, je suis pas un grand défenseur de Bilal, mais pour moi, ça s'est ressenti que Bilal, c'était un vieux fan de l'Eurovision. Et ça s'est ressenti sur ses commentaires. C'est le seul pour moi à avoir été pertinent. Arthur, qu'est-ce que tu en as pensé ? Déjà, l'émission en soi est très triste. L'émission en soi était très fade. Ça se voit qu'ils ont essayé de combler avec beaucoup de performances, mais l'alchimie n'a pas opéré. J'entendais parler de Bilal, comme quoi il était un gros connaisseur de l'Eurovision et que ça se voyait. J'aimerais noter aussi la performance quand même de Cyril Ferraud. Oui, c'est vrai. Durant cette soirée, je n'ai jamais autant haï Stéphane Bern. Et ça se voit que Cyril Ferraud essayait de s'il vous plaît, parlez pas trop durant la chanson. Je pense qu'en fait, faut pas oublier aussi que c'est une émission qui a été faite en seulement 7 semaines. Ce qui est très petit pour organiser une alternative. Et ça se voit que tout le monde s'est mis un petit peu à cette petite personne et c'est assez cool. Mais ça donne un résultat assez fade et assez triste. Oui. C'est vraiment dommage. Je suis assez d'accord en général, au final, avec vous, Nathan et Arthur. Moi, la conclusion que j'en ai faite, c'est que j'ai eu certaines remarques comme ça sur Internet de gens qui disaient mais en général l'Eurovision c'est fun, c'est du divertissement, ça fait oublier les soucis et ce genre de choses. Et en fait le grand raté de cette soirée-là, c'est qu'on était constamment rappelé sur la situation du corona en fait. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire de l'Europe Shine a Light en espérant qu'on... J'aimerais juste faire une mention spéciale pour quand ils ont appelé Julien Lepers, je crois. Non, Michel Drucker. Ils ont appelé Michel Drucker et que le seul truc qu'ils lui ont parlé, c'était du scandale en 2006. J'ai beaucoup aimé. J'avoue que pour la provocation, c'est pas mal quand même. Non, mais c'est terrible. Moi, je trouve que c'est absolument terrible. France 2 nous a vendu une politique qui était axée autour de l'Eurovision, qui voulait faire comme l'un des produits centraux de la chaîne. Je suis désolé, mais ils ont pas mis l'Eurovision en valeur. L'UER, a produit son émission. L'UER a produit son émission. Bon, c'est pas une franche réussite, mais tu vois quand même qu'ils ont essayé de bosser sur le truc. Mais alors France 2 derrière, ils ont pas du tout vendu le produit. C'est pour ça qu'on a eu des audiences catastrophiques aussi. Ça contredit totalement la logique de France 2 et ce qu'ils ont essayé de nous vendre pendant plusieurs mois. Et ce depuis, on en parlera peut-être après, mais ce depuis Amir au final. Par contre, on pourra noter quand même que France 2 a mis le budget dans son émission. Ils ont eu un décor, ils ont eu des. Et mais bon, ça c'était plutôt pas mal. Est-ce que ça a été utilisé à bon escient ? C'est ça la question finalement. Ok, ils ont mis un budget, ok, ils se sont motivés et mobilisés, mais est-ce que tout ça a été fait à bon escient ? C'est aussi une question qu'il faut se poser. Exactement. Maintenant du film de Netflix qui devrait sortir d'ici un mois à peu près maintenant.
laisse commencer Arthur, c'est toi qui proposais le sujet. Oui, je vous proposais ce sujet parce que déjà je suis cinéphile et quand Netflix avait proposé il y a 1 an de faire un film sur l'Eurovision, j'étais carrément partant. Et du coup, l'autre jour, ils sont sortis le clip de la chanson qui devrait faire cette parodie dans ce film de l'Eurovision. Mm-hmm. Et est-ce que vous l'avez vu déjà? Moi j'ai vu passer mais j'ai pas écouté la chanson, non. C'est pas un truc très court, genre moins de 2 minutes. Et donc du coup en gros c'est une parodie, tu penses, de l'image qu'on a du concours? C'est totalement, oui, et je suis totalement d'accord avec cette image qu'est le concours. C'est pas une image kitsch qu'ils ont retranscrit, quoique dans certains plans le kitsch se voyait. Mm-hmm. Mais c'est pas une image kitsch qu'ils ont essayé de faire passer. C'est surtout une image très Europop. D'accord. Genre un truc un peu années 90, non? Fantaisiste. Ok. Lilian, Nathan, vous avez jeté un œil à ça? Pas du tout. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous êtes partie des fans à qui ça ne motive pas forcément d'aller jeter un œil le film de Netflix? Lilian, je te laisse commencer. Parce que je le regarderai. J'ai même pas Netflix de base. Ah d'accord, oui, donc ça rend déjà la chose plus difficile, ouais. Je pense que je le regarderai comme ça. C'est pas le truc qui me fait hyper envie. Ouais, après. Ça transpire la motivation, en effet. Moi aussi, je suis un petit peu déçu. Je rejoins Arthur. T'as écouté l'extrait, enfin la chanson, Nathan? Pardon? T'as écouté la chanson, t'as vu la bande-annonce? Alors, très rapidement. Mm-hmm. Mais genre, la chanson, c'est Volcanoman. Voilà, c'est ça. Ouais, je l'ai vu passer, j'ai écouté quelques secondes. Mm-hmm. Bon, effectivement, c'est très caricatural. Bon, à voir ce qu'ils en font. J'ai envie de dire, pour essayer de vendre un produit, il faut bien aussi se mettre. Il faut forcément que derrière on simplifie un peu la chose parce que l'Eurovision c'est quand même un truc assez complexe. Mm-hmm. Il faut bien au moins on donne au public vulgariser un peu le truc, pour que ça se vende et tout ça. Oui. Voilà, ça va clairement pas. Moi, je pense que le résultat final ne plaira clairement pas aux fans, en vérité. Mais c'est compréhensible parce que aux fans, en vérité. C'est un truc que les fans, par définition, par nature, prennent tellement au sérieux. Ouais. Alors que c'est complètement l'opposé pour comme ils disent en anglais sur Twitter, les locals, le public lambda. Et donc forcément, il faut vulgariser le truc et forcer un peu les traits humoristiques pour réussir à vendre la chose. Après, voilà, je sais pas exactement si ça aurait un côté un peu musicals, comme ils disent les Britanniques, parce qu'il y a plein de fans. C'est une comédie musicale. C'est une comédie musicale, ok. Peut-être que ça pourra éventuellement plaire à certaines personnes, parce que le côté musical, je pense, défendrait bien mieux la chose que si c'était simplement une parodie ou un film assez moqueur du concours en général. Après, on a quand même un bon casting, quoi. Attendez, oui, j'avoue, c'est ça. Tu dis comment ils peuvent se planter avec des acteurs et un truc aussi bien élaboré, visiblement. Après, on va voir quelle forme prendra le produit final. Hein. Si ça se trouve, là, on est un peu sceptique parce qu'on est sur nos gardes. Enfin, moi, c'est mon cas. Le genre de truc qui peut basculer du bon côté comme du mauvais côté. Donc, je peux pas tout de suite dire maintenant, ça va pas me plaire ou ça va me plaire. Je crois qu'on est vraiment sur la limite et ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Il faudra voir sur le résultat final. T'as Netflix, tout de suite, toi, maintenant, Nathan? je peux pas me faire une idée définitive en tout cas. T'as Netflix, toi, Nathan? Ouais, j'ai Netflix. Netflix. Ok, bon, ce sera déjà plus simple d'y accéder. Dans tous les cas, on y reviendra sûrement. Oui, évidemment, oui, bien sûr. Oh, c'est sûr, c'est une certitude. Mais dans un prochain numéro. Oui, une fois que ça aura sorti, on sera là évidemment pour échanger nos avis. Ouais. Et sachant que ça sort durant la période d'inactivité de l'Eurovision, donc oui, forcément, il y a des fans qui auront que ça à faire de le voir. Ok, on va passer aux artistes déjà sélectionnés pour 2021.
Montaigne, Vincent Bueno, Samira Effendi, Overphonic, Victoria, Benny Cristo, Torniquet Kipiani, Stefania, Eden Alene, Samantha Tina, Destiny, Django McCoy, Roxanne, Senit, Anna Soklich, Blas Canto, John Steer et Gohei. Donc, dans tout ça, si vous deviez donner un ou deux noms chacun, pour lesquels vous êtes les plus heureux qui reviennent l'an prochain? Je suis plus partant vers Blas Canto et Goa. Blas Canto parce que je suis sûr qu'il mérite une meilleure chanson pour 2021. Oui. Ou Nibanso, j'aime beaucoup, c'était dans le top 5. Et c'est vrai que ça allait pas faire long feu. Donc, une chanson à la El No Soy Yo aurait été un meilleur choix pragmatique. Tandis que j'adorais Sauce le Veille, bon, un peu moins le revamp, mais je suis sûr qu'ils vont faire des miracles en 2021. Ok. Lilian? Moi, je dirais Eden. Vu ce qu'elle a proposé dans comment ça s'appelait, mais sa sélection avec ses chansons, là, je pense qu'elle va encore nous proposer des belles choses. Nathan, ce serait quoi tes choix, toi, tes préférés qui reviennent l'an prochain? Alors, moi, je vais essayer d'être un tout petit peu plus original et pas forcément de prendre des favoris de cette année. Mais je pense... Alors, Montaigne, je suis très, très, très content qu'elle puisse revenir pour l'an prochain parce que c'est une fan du concours. Et voilà, pour moi, elle fait partie de la famille aux Belges. C'est la famille, quoi. Ouais. Mais voilà, Montaigne, je suis très, très content. Et alors ensuite, je vais être le seul là-dessus. Mais c'est pour ça que je dis, il y en a d'autres que j'aimerais bien mettre dans mes deux, mais je vais mettre celle-là parce que je sais que je vais être le seul à la citer. Ouais. Mais l'autre, c'est Samantha Tina. Ah non, non. Moi, je suis d'accord. Samantha Tina, parce que pour moi, elle est totalement tarée. J'aime beaucoup sa proposition actuellement. Et je pense qu'avec une très bonne chanson, elle pourrait taper fort. Après, Samantha Tina, elle s'est plantée plusieurs fois Supernova. On sait qu'elle fait pas forcément des choses... mais là, pour le coup, elle a vraiment le temps de se préparer, quoi. Pardon ? Là, pour le coup, elle a vraiment le temps de se préparer, quoi. Elle a le temps de se préparer, mais voilà, je suis très curieux, on va dire. Je suis très très curieux et c'est l'une de celles qui m'intrigue le plus pour l'an prochain. Et puis l'avantage aussi avec elle, c'est qu'elle est vraiment super motivée. C'est-à-dire que la première fois qu'elle a fait, c'était genre il y a 8 ou 9 ans. Donc c'est normal, après tout, finalement, qu'il lui laisse son ticket pour l'année prochaine. Oui, parce que après plusieurs essais, elle arrive enfin à gagner le Supernova. Quand même, ça aurait été un peu les boules qu'ils lui disent tu vas devoir le regagner alors que tu l'as gagné qu'une fois sur tes 4 ou 5 participations. Enfin, je dis ça, je sais plus combien de fois elle a participé, mais... je crois qu'elle avait essayé en Lituanie aussi. Tes choix, Arthur? Alors, je peux en prendre 3. Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, il y a mes favoris, Gohei, dont je suis très content qu'ils repartent pour l'Eurovision. J'ai écouté tous leurs albums quand je les ai découverts. Et je trouve que c'est un groupe ultra original, ultra... je sais pas si feel good c'est le mot, mais moi, c'est ce que ça me procure. En tout cas, oui, j'ai très hâte de les revoir et ça me ferait ultra plaisir qu'ils gagnent l'Eurovision. Je suis aussi très content pour Samantha Tina, tout comme beaucoup de gens ici, qui mérite totalement de revenir à l'Eurovision. Et j'en ai un, c'est le Géorgien Torniquet, dont je trouve il a une voix incroyable. Il peut avoir des instrus sublimes. Et là, ce que je demande pour 2021 pour lui, ce serait qu'il ait de bonnes paroles. Parce que les paroles de sa chanson Take Me As I Am, elles sont claquées au sol. Mais c'est terrible, c'est terrible. Moi, je comprends pas comment des fans pouvaient être aussi à fond dans cette musique. Enfin, les paroles, moi, ça me crispe, quoi. C'est La voix est très bonne, la mélodie est superbe, mais les paroles cassent tout. Donc j'espère qu'il nous proposera des paroles de meilleure qualité pour l'an prochain, et j'y crois fort. Ton troisième choix, du coup, Arthur? J'ai dit les 3 déjà. Ah, d'accord. Je peux en rajouter, moi, j'en ai dit qu'un. Vas-y, Lilian, t'aurais peut-être un deuxième choix? J'aurais mis Samantha Tina, mais du coup,
Par contre, je peux juste dire que je pense qu'elle va reproposer une chanson un peu dans ce style, parce que je sais pas si vous vous souvenez de sa chanson en 2019 ou en 2020. C'est un peu le même style aussi que Still Briefing. Donc, voilà. Et je rajouterais Benny Cristo. Je pense que je suis le seul. Oui, t'es le seul. Alors pourquoi Benny Cristo? Non, pour tous les goûts. Déjà, c'était ma préférée combien il y en avait 8 dans la J'allais dire, ça t'a fait de la peine qu'ils reprennent sa chanson 5 fois pour finalement pas faire l'Eurovision. Et oui, le pauvre. Je pense qu'il va proposer un truc aussi pas mal dans la même veine. Donc voilà, il est dans mon top 3 final, donc paraît logique longtemps qu'il revienne. Okay. J'aimerais juste savoir pour tout le monde, dans ceux qui n'ont pas été repris, qui sont sûrs de ne pas revenir l'an prochain, lesquels vous font le plus de mal qu'ils ne reviennent pas? Nathan. Alors, moi, là, par contre, je vais être basic. Ouais. Moi, je pense plutôt à Ulrike pour la Norvège. Oui. Je suis très déçu pour elle. Très déçu pour elle. Et aussi pour De Mamaz. Après, pour De Mamaz, je peux le comprendre aussi, dans la mesure où le Melfest est une institution. Et voilà, ils vont reconduire le Melody Festivalen. Et c'est comme ça qu'ils choisissent leurs représentants. Et je peux le comprendre parce que c'est comme ça depuis tellement longtemps et le festival, enfin le concours du Melfest est tellement ancré en Suède que voilà, je comprends aussi les producteurs de la SVT. C'est ça qui fait d'autant plus mal des deux côtés pour le Melfest, c'est que autant c'est immense et tu peux pas t'en passer, tu peux pas sauter une année comme ça. Autant pour les personnes qui l'ont gagné, donc les Mamas, c'est une telle épreuve, tu vois, de gagner le Melfest. Que du coup, quand tu dis j'ai gagné, mais j'ai pas été à l'Eurovision, c'est terrible, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le Melfest des années 60 où t'avais genre même pas 10 chansons et que des fois SVT, ils disaient mais cette chanson elle a gagné, mais en fait on l'enverra avec un autre chanteur. Là, c'est vraiment un truc immense. Ils reçoivent des milliers de chansons tous les ans et c'est un truc qui se prépare sur des mois et c'est en ça que ça fait mal aussi, quoi. Oui, non, tout à fait. Arthur, tu voulais rajouter quelque chose? Je suis bien évidemment très très triste pour The Roop qui ne reviendront pas parce que je crois il y a 2 ans ils avaient fait la sélection nationale pour les Chinese, j'avais pas du tout aimé et du coup cette année ils avaient fait On Fire qui m'a boosté tous les matins pour aller au lycée et je suis vraiment déçu qu'ils n'en reviennent pas. J'ai pas aimé la chanson d'Ulrike et je suis aussi déçu pour elle parce que elle avait, je crois, beaucoup d'espoir en Eurovision. Oui. Mais celui dont je suis vraiment désolé, alors il peut revenir, mais il y a très peu de chance. Ouais. C'est Axel. Axel. Le chinois. Pour la Finlande. Je suis vraiment déçu parce que il s'est fait haïr parce qu'il avait battu gagné. Oui, parce que les enfants ils étaient sans pitié. Comme aussi avec Bulletproof. Je suis vraiment déçu. Ok. Ouais. Bon, c'est encore une fois sur une note joyeuse qu'on va s'arrêter sur les artistes pour 2021. Bon là, évidemment, encore une fois, en fonction des news qui vont arriver dans les semaines, dans les mois qui vont venir, on aura d'autres éventuellement noms à discuter. Allez, c'est parti, on passe au quiz. Alors, petit rappel sur les performances ou les non-performances de la semaine dernière. En fait, il n'y a eu que des performances parce que les 4 invités ont eu au moins une bonne réponse. Mais Arthur a su se démarquer en en marquant un deuxième point, tout simplement. Donc, c'est parti. On va commencer par une question assez simple puisque c'est une information qui est tombée hier ou avant-hier, il me semble. Est-ce que vous êtes prêts ? On y va. Qui a déclaré avoir réuni les fonds pour faire revenir son pays à l'Eurovision? Je pense que c'est le représentant d'Andorre de 2009. Son prénom, son nom?
Oui, bonne réponse. Bravo, Adil. C'est Suzanne et Géorgie. Ok, on passe à la question suivante. On parlait des pays qui ont participé, qui hésitent à revenir. On ne sait pas s'ils vont revenir ou pas. Est-ce que vous savez la principale raison pour laquelle Monaco ne peut pas revenir? Eh ben, c'est normal parce que ça appartient à la chaîne de TF1 et vu TF1 est assez frileux sur le concours, ils ont des Monaco, pop, vous reviendrez jamais. C'est TMC. Ouais, parce que c'est TMC. Bravo, très bonne réponse d'Adil. Alors, il se trouve qu'il y a 4 ou 5 ans, il y a 4 ou 5 ans, TF1 a racheté la plupart des parts de TMC et il possède maintenant 80% des parts et le gouvernement de Monaco seulement 20%. Donc, en gros, si TF1 dit non, ils peuvent pas revenir. Et le truc, c'est qu'il y a une forme de en fait, c'est pas forcément qu'ils peuvent pas revenir, parce que c'est pas forcément qu'ils sont complètement coincés, parce qu'il y a un genre de concurrence intéressant entre TF1 qui a donc les producteurs et The Voice, et France 2 qui a plus vraiment, je crois maintenant, les mêmes producteurs donc pour Destination Eurovision. Donc ça aurait été intéressant finalement de voir ça si TF1 aurait pu représenter des choses plus intéressantes ou qui aurait eu plus de succès avec Monaco, sachant que c'est pas gagné parce que bon, avec l'histoire qu'a Monaco et toute cette absence et les retours ratés de la décennie passée. Mais oui, je pense que ouais, ça aurait été quelque chose de pas mal, quoi. On passe à la question suivante. Alors, cette fois-ci, on va parler du Liban. Donc, parmi les pays qui ont failli participer ou qui ont failli revenir ou ce genre de choses, on reste un peu dans le thème. On sait tous que le Liban a failli participer en 2005. Bon, peut-être que je vous l'apprends si vous ne le saviez pas. Mais il se trouve qu'ils ont été virés au dernier moment parce qu'ils ont déclaré à l'UER qu'ils n'avaient pas l'intention de diffuser la prestation d'Israël, ce qui était une bonne raison pour les dégager. Mais du coup, ma question, c'est quel pays qui n'a non plus jamais participé a été très proche de le faire et avait même été tiré au sort pour passer 4e lors de la soirée en 1977, c'est finalement désisté. La Tunisie? Tunisie, très bonne réponse, bravo Nathan. Merci. Mais Adil, le chiffre, ça participe à l'Eurovision. Mais oui. Bah oui, mais t'as pas bien écouté la question. Qualifié dans les années 80, je pensais que c'était ça. En fait, oui, je crois que je l'ai précisé comme dans la question qu'ils n'ont jamais participé, mais c'est vrai que si j'avais omis de dire qu'ils n'ont jamais participé, ça pourrait être Chypre qui avait essayé de commencer quelques années plus tôt et qui a finalement commencé en 81. Donc bonne réponse de Nathan. Question suivante, on reste en 1977. Lequel des participants de 1977 est né au Congo belge le 8 mai? Très bonne réponse, bravo Adil. Mais c'est un festival. Alors je me suis dit, en fait, ça m'a surpris parce que je ne le savais pas du tout. Quand on parlait de Marie-Myriam qui est née en 57, on va rester en 1957. Cette année-là, est-ce que quelqu'un peut me dire quel était dans l'Eurovision le rôle de Monsieur Rolf Lieberman? C'était le superviseur. Excellente réponse, Nathan, c'est ça? Oui. Très bonne réponse, bravo. C'est Rolf Lieberman qui avait le rôle de Jon Olassand, donc en 1956, il a fait le premier concours et en 1957. C'était un compositeur suisse, il est né en 1910, il est mort à Paris en 99. Et donc, ce qui est vraiment marquant, c'est qu'il a été directeur artistique des opéras d'Hambourg et de Paris. Ça a de la classe quand même, hein, comparé au superviseur qu'on a aujourd'hui. Le mec, il était pauvre producteur à la télévision norvégienne. Là, on a vraiment quelqu'un qui était vraiment ancré dans le domaine artistique, quoi. On va passer à la dernière question, puisque je vous parlais d'opéra et qu'on parlait également de la France. Ce superviseur, Rolf Lieberman, donc, qui avait travaillé en France. Quelle représentante suédoise qui chante l'opéra? Je crois que c'est Marlena Ehreman en 2009 avec la voix. Très bonne réponse. Moi, j'avais pas fini ma question. Elle avait fini 21e. J'avais pas fini ma question, mais bravo Adil. Bah oui, en fait, je voulais vous demander son nom, tout simplement une chanteuse d'opéra suédoise qui avait représenté donc la Suède et qui parlait couramment le français pour avoir fait le conservatoire d'Orléans à une époque dans sa carrière. Enfin, dans sa carrière, début de sa carrière.
Donc c'était Malena Hammad. Bravo Adil. Il a coiffé tout le monde, hein, il faut le dire. Oui, mais impressionnant aujourd'hui là. Bravo, t'as bien révisé, t'as bien bossé ton Eurovision. Et donc ça tombe bien puisque c'est sur toi qui est retombé le sujet de la semaine pour la dernière partie, qui est donc la couverture de la France pour l'Eurovision. Écoutons ce que tu as à dire et on va ensuite éventuellement un petit peu débattre. Mine de rien, c'est de savoir comment le service public fait la promotion de l'Eurovision, mais c'est pas aussi sur la couverture, comment on va s'en sortir, mais c'est sur les invités pour en parler, ainsi que les programmes et la méthode de promotion. Bon, vous savez que France 2 et France 3 à l'époque, jusqu'en 2015, ils ont un peu un ressenti particulier sur l'Eurovision. Des fois, ils y croient, comme en 2011, en raison de la hype des bookmakers sur Amaury Vassili avec Solu. Des fois, c'est vraiment une promo faible, comme 2013 ou 2014, comme si, quel que soit l'artiste qu'on l'envoie, on fait tout pour rester dans le pot of five, alors qu'avec le recul, ils peuvent faire de meilleures chansons, mais c'est pas seulement sur la promo du candidat qui pêche, ou les chansons qui suivent, c'est sur les invités, sur le programme et les images choisies par France Télévisions qui accentuent les mauvais côtés de l'Eurovision. Avant, je vais vous partager une vidéo de Média Le Mag en 2014. Faut-il arrêter l'Eurovision? Plein de conneries. C'est en gros, cette vidéo représente un peu l'image négative qu'avaient les téléspectateurs général. Okay. Parce que oui, les journalistes vont toujours les mêmes propos répétés en boucle, comme la vidéo que je vous ai publiée. Oui. Sauf que tu vois, le groupe Lordi ayant gagné le concours en 2006 pour la Finlande, alors que la plupart des observateurs ou experts n'y croyaient pas du tout, voire même qu'ils passeraient même pas en finale. C'est vrai qu'ils ont donné un coup de boost au concours. Et regardez la diversité musicale de 2007. Vous aurez des ballades balkaniques, de la pop, de l'EDM, du rap à de petits dos comme Monténégro en 2013 et la Grèce en 2011, du rock. Enfin, il y a plein de styles. Chaque fan peut y trouver son bonheur parmi la pléiade de styles présentés. Et si France 2 se sort les doigts du cul pour mieux mettre en valeur l'Eurovision, ils devraient piocher du bon stuff. Certes, depuis le succès d'Alire avec J'ai cherché, la délégation française s'est donné un coup de pied aux fesses pour moderniser l'image auprès des Français, mais c'est vrai que le chemin est long. Le service public gagnera en connaissance en invitant Lucas de Vaut mieux rire, que je vous incite à regarder ses vidéos sur le concours, ainsi que sur des CH en Eurovision, pour ses connaissances, même s'il peut se tromper, ou là nous en ce moment. Donc Alexandra, vous avez quoi faire, appelez-nous. Qu'est-ce que vous notez, vous les gars, sur la couverture de France Télévisions, Lilian? Je pense qu'il a parlé de beaucoup de choses, et pas forcément que de la couverture de France Télé. De la couverture de France Télé, je pense que ces dernières années, il y avait eu du mieux, et que peut-être cette année, on est un peu retombé par de la sélection déjà de l'artiste et de la chanson, et en plus n'a pas plus beaucoup au public, ce qui explique peut-être les audiences catastrophiques. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui. Ouais, ça fait 7,5%. Et j'ai beaucoup la presse pour mon travail, et j'ai lu des articles sur l'Eurovision, sur la soirée en général. Et ils étaient tout le temps à côté, en fait. C'est un truc de ouf. Je sais qu'on avait fait un petit peu de chemin, et au final, pas du tout. Bah, c'est vrai qu'il y a eu un côté, un espèce de pic. Les supporters étaient plus objectifs, c'est dire. Il y a eu une espèce de pic de positivisme et de bonnes initiatives en 2016 avec Amir, et depuis ça se ternit d'année en année. Nathan, ton opinion? Alors, alors je suis d'accord avec Adil sur le fait que France Télévisions devrait un petit peu se sortir les doigts des fesses, pour parler poliment. Je trouve qu'ils vendent très mal le produit. Ça revient. En fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la couverture par France 2 de Europe Shine a Light. Je trouve que ça va à contre-courant des promesses qui ont été faites, et effectivement, France 2 ne met pas en avant les bons côtés du concours, parce qu'ils sont toujours dans le même logiciel. On a toujours les commentateurs, qui ont détruit pour moi la réputation de l'Eurovision en France. Je suis désolé, Stéphane Bern était bien gentil. Stéphane Bern, il faut le changer, ça c'est clair. Pour moi, c'était mieux. Oui, mais il en faudrait.
C'est chiant. Je reviens sur Stéphane Bern, ce sera plus simple. Oui. Donc par rapport à Stéphane Bern, moi je pense que par exemple il faut renouveler les commentateurs, il faut prendre des jeunes, il faut prendre des gens qui aiment le concours de base, non pas pour ses tenues et pour son côté extravagant, mais pour la musique, et il faut voir l'Eurovision comme une émission musicale et non pas comme une émission de curiosité, comme ce que fait France 2. Oui, c'est pas bon. Tout le monde sera d'accord avec moi là-dessus, mais c'est un truc de base qui en fait n'est pas respecté, et c'est pour ça qu'il faut continuer à le répéter et à le redire. Je suis complètement d'accord avec toi, Nathan. Je pense que Stéphane Bern quick à la porte. Je pense que pour le moment, le meilleur atout qu'a France 2 pour l'Eurovision, c'est totalement Daphné Burki. Je pense que s'il prenait quelqu'un comme Daphné Burki, ce serait le top, quoi. Ce serait excellent. Arthur, ton opinion? Oui, voilà, exactement. Oui, ça marcherait, mais du feu de Dieu. Arthur? Ouais, alors moi, la couverture de France Télévisions, j'ai pas grand-chose à lui reprocher, hormis le fait que je trouve qu'il se concentre beaucoup trop sur la France. Ça s'est vu durant Europe Channel. Il parlait constamment de la France, c'est pas des autres pays, enfin pas souvent en tout cas. Je trouve que la France essaye de plus en plus de s'investir au concours. On voit qu'elle s'est remise à l'Eurovision Junior. Elle a tenté de se remettre à l'Eurovision des chorales. Enfin, ou plutôt de se mettre. Et je trouve que, au contraire, ils essayent de plus médiatiser l'Eurovision qu'ils le faisaient avant. Et je trouve ça assez chouette. Oui, c'est vrai qu'on peut pas nier ces aspects positifs aussi, mais disons que pour l'interface publique, et notamment donc les commentaires par exemple, il y a des choses qui pêchent. Après, même dans le choix de Tom Leb, ça a été beaucoup discuté. Est-ce que finalement, le choix de Tom Leb, en gros, et le passage de nouveau aux sélections internes, c'est le reflet du fait qu'on ait changé aussi de tête de délégation. Donc, est-ce que tout ça représente aussi des choix de plus d'ouverture? C'est ça la question qu'on se pose tous également. Si je peux émettre juste un avis sur le mode de sélection. Oui. Pour moi, c'est pas tant les résultats en fait de Bilal ou même de Madame Monsieur qui ont fait couler l'émission, c'est plus les audiences. Et pour moi, c'est juste une question d'audience. Et très honnêtement, n'importe quel producteur, qui a un minimum de jugeote, il va pas continuer un concept qui finalement ne marche pas. Bon, après moi je suis puriste aussi. C'est totalement compréhensible. Oui. C'est totalement compréhensible. Après moi je suis un petit peu puriste et je suis aussi un eurofan. Et en tant qu'eurofan, je dis plutôt qu'il aurait fallu pour France 2 essayer de persévérer dans le concept en essayant de l'améliorer parce qu'il y avait plein de choses qui étaient améliorables. Oui. Et en France, on a aussi une culture. Pour moi, structurellement, il y a un problème entre la France et l'Eurovision dans la mesure où, en France, les émissions sont faites pour durer pendant la soirée. Elles sont faites pour durer. Voilà, c'est beaucoup trop long, mais ça, c'est une culture qui est française. On essaie de faire durer les émissions pour essayer de gratter la plus grande part d'audience sur la durée. Et malheureusement, moi, je pense il aurait fallu des émissions plus concises, qui tranchent, qui soient beaucoup plus modernes. Et il aurait fallu faire preuve d'audace, tout simplement. Après, il y a eu des efforts qui ont été faits, ça, je le dis pas. Mais ça sert à rien de faire des efforts si ça fait pas progresser les choses derrière. Eh oui, c'est ça. Je suis complètement d'accord avec toi, Nathan. D'ailleurs, je posais pas la question honnêtement pour en gros montrer une éventuelle opinion du fait que je sois d'accord ou pas qu'on soit repassé en sélection interne, parce que bon, n'importe quelle sélection, enfin c'est pas vraiment la question ici. Moi, si c'est bien fait, quelle que soit la méthode, après toute méthode fonctionne plus ou moins. Mais oui, je suis d'accord sur le fait que pour Destination Eurovision, il y a plein de choses qui avaient été lancées de bien, mais qu'ils ont tristement laissé en suspens. Et c'est vraiment dommage, quoi. Tout à fait. Alors, j'ai juste un questionnement, je ne sais pas si vous êtes d'accord. On voit que du coup, les audiences de Destination Eurovision, c'était pas ouf. Ouais, c'était quand même pas ouf, hein. Malgré l'engouement des réseaux sociaux sur Bilal et Madame Monsieur, hein. Oui. J'ai jamais compris. Et on voit aussi que les audiences de Europe Channel Light, là, c'était pas ouf non plus.
Et en fait, le point commun de ces deux émissions, c'est que ça, en fait, c'était pas du tout fun. Donc je comprends un petit peu que France Télé essaye d'appuyer aussi sur le côté un peu fun du concours, essayer de mieux marcher. Je pense qu'ils sont un peu perdus sur la méthode à suivre. C'est le mot là, je pense. Hein. Pour le moment, ils sont un petit peu perdus parce que j'ai vu la chef de délégation, qui est aussi donc directrice, je crois, des divertissements à France 2, dire qu'ils savent même pas l'an prochain finalement s'ils comptaient continuer en sélection interne ou s'ils comptaient faire revenir une sélection nationale, quoi. Donc perdu, c'est le mot. En gros, ça décrit très bien où on est France 2 tout de suite. Bah, merci beaucoup les gars, en tout cas pour votre participation à ce nouveau numéro. C'était un plaisir, comme la dernière fois. Félicitations à Gilles pour le super score que tu nous as fait aujourd'hui au quiz. Et puis, avec un peu de chance, avec un peu de chance, on se retrouve très bientôt. Avec plaisir. Donc à Gilles, Lilian, Nathan et Arthur. Merci à vous les gars et à très vite.